On a tendance à penser que les idées scientifiques, c'est du solide, que ça ne bouge pas. Mais en fait, si on y regarde de plus près, leur histoire ressemble plus à un véritable champ de bataille. Comment certaines théories finissent par triompher alors que d'autres sont abandonnées? Et surtout, comment est-ce que ces grandes batailles d'idées façonnent ce que nous sommes? C'est ce qu'on va explorer ensemble. C'est vraiment la question fondamentale. Est-ce que la science avance pas à pas, de manière patiente, brique par brique, ou est-ce que ça ressemble plutôt à de grands tremblements de terre qui viennent redessiner tout le paysage de la connaissance? Eh bien, ce débat est parfaitement incarné par deux géants de la pensée du XXe siècle, Karl Popper et Thomas Kuhn. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs visions sont, à première vue, complètement opposées. Alors d'un côté, on a Karl Popper. Pour lui, la science, c'est une évolution. C'est logique, c'est une accumulation de savoir où on élimine petit à petit les mauvaises théories. Et puis de l'autre côté, il y a Thomas Kuhn. Lui, il nous parle de science normale, des longues périodes assez calmes qui sont soudainement interrompues par des révolutions hyper brutales, ce qu'il appelle des changements de paradigme. Là, toute la vision du monde scientifique est mise à plat et reconstruite. On a donc d'un côté la logique, presque froide, et de l'autre des passions, des révolutions presque irrationnelles. Le fossé entre les deux a l'air immense, impossible à combler, mais c'est justement là, au milieu de ce fossé, qu'un troisième philosophe va entrer en scène, Imre Lakatos. Et il a une idée pour construire un pont. Alors, quelle est cette fameuse solution de Lakatos? Eh bien, son idée, c'est de prendre ces deux visions qui semblent si opposées et de les fusionner pour créer un modèle unique, un modèle beaucoup plus complet. Le concept clé chez Lakatos, c'est ce qu'il appelle le programme de recherche scientifique. L'idée, c'est qu'il ne faut pas analyser les théories une par une, de façon isolée, mais plutôt les voir comme des grands systèmes organisés. Des systèmes qui ont, en quelque sorte, un cœur intouchable et puis une zone de protection plus souple. Pour bien visualiser ça, on peut imaginer un système solaire. Tout au centre, il y a l'étoile, massif, immuable. Ça, ce sont les idées fondamentales du programme. Et puis autour, en orbite, on a les planètes. Ce sont les hypothèses secondaires qu'on peut ajuster, qu'on peut même remplacer sans que tout le système s'effondre pour autant. Ce centre, cette étoile, c'est ce que Lakatos appelle le noyau dur. Là, on touche aux croyances fondamentales, aux dogmes, qui ne sont pas négociables. Si on touche au noyau dur, ce n'est pas juste une modification, c'est tout le programme de recherche qui s'effondre. C'est un peu l'idée du paradigme de Kuhn, en fait. Et donc, au jour de ce noyau, il y a ce qu'il nomme la ceinture protectrice. Elle est faite d'hypothèses qu'on appelle auxiliaires. Celles-là, elles sont flexibles. Imaginez qu'une expérience vienne contredire la théorie. Eh bien, on ne jette pas tout le noyau dur à la poubelle. Non, on va juste ajuster une petite hypothèse dans cette ceinture. C'est là que se fait la science du quotidien, la science progressive, évolutive, la science vue par Popper. Et c'est là que le modèle de Lakatos devient vraiment intéressant, parce que ça devient un outil pour évaluer la santé d'une théorie. Un programme de recherche est dit progressif, quand il permet de prédire des choses nouvelles, des phénomènes qu'on n'avait pas encore observés. Il est vivant, il grandit. À l'inverse, il devient dégénératif quand il ne fait plus que se défendre, qu'il passe son temps à ajouter des rustines pour sauver son noyau dur des critiques. Là, c'est le signe qu'il est en fin de vie, et qu'une révolution se prépare. Donc, avec Lakatos, on a une vision qui réconcilie tout le monde. La science, c'est à la fois de l'évolution et de la révolution. Mais attention, ce modèle n'est pas juste un truc pour les historiens des sciences. Il est hyper pertinent pour éclairer des débats de société très actuels, très personnels, des débats où de véritables programmes de recherche sur ce que c'est que d'être humain s'affrontent violemment. Allez, appliquons ce modèle à un domaine où les enjeux sont colossaux, les sciences humaines. Parce que là, il y a un débat de fond qui est absolument central. Notre réalité sociale, nos identités. Est-ce que ce sont des choses qu'on découvre, qui existent indépendamment de nous, ou est-ce que ce sont des choses que l'on construit? D'un côté, on a ce qu'on appelle l'essentialisme. C'est la croyance qu'il existe une sorte de nature profonde, une essence immuable des choses et des gens. Par exemple, l'idée qu'être une femme ou un homme serait définie par une essence biologique, quelque chose qui ne changerait jamais, peu importe la culture ou l'époque. Et juste en face, à l'opposé complet, on trouve le constructivisme social. Pour les constructivistes, la réalité n'est pas découverte, elle est construite. Des catégories comme le genre, ou même la race, ne sont pas des faits de nature gravés dans le marbre, mais des concepts qu'une société invente, négocie et font évoluer au fil du temps. Et cette idée est parfaitement résumée par une phrase que tout le monde connaît, celle de Simone de Beauvoir. C'est presque un manifeste du constructivisme. Être une femme, ce n'est pas une condition biologique à la naissance, c'est un rôle social qui s'apprend, qui se construit. Et ce choc des idées, ce n'est nulle part plus visible que dans le domaine de la sexologie. Là, c'est un vrai champ de bataille. Les approches essentialistes et constructivistes s'y affrontent exactement comme les programmes de recherche de Lakatos, chacune avec son noyau dur et sa ceinture protectrice. À quoi ressemblerait le noyau dur d'un programme de recherche essentialiste en sexologie? Eh bien, il reposerait sur des postulats comme la sexualité n'a qu'un seul but biologique, la reproduction,
Ou encore, les différences psychologiques entre les hommes et les femmes sont naturelles, immuables, peut-être génétiques. Pour illustrer cette logique, prenons un exemple concret. Une étude, publiée en 2000, est arrivée à la conclusion que les personnes noires auraient une libido plus élevée à cause de niveaux de testostérone supérieurs. C'est vraiment l'exemple type du réductionnisme biologique. On prend un comportement humain très complexe et on le réduit à une seule cause biologique qu'on associe ensuite à une catégorie sociale. Bon alors, après tout ce qu'on vient de dire, dans quelle case est-ce qu'on range cette affirmation ? C'est assez clair, non ? En liant un comportement à une cause biologique qu'on suppose immuable et spécifique à un groupe, on est en plein dans une perspective essentialiste. Mais là où ça devient vraiment fascinant et complexe, c'est que ces approches ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Prenez l'idée d'un gène de l'homosexualité. C'est un argument purement essentialiste. Pourtant, il a été une arme politique très puissante pour faire avancer les droits des personnes homosexuelles, en disant « c'est inné, c'est naturel ». Mais cette même idée ouvre la porte à des dérives terribles, comme l'eugénisme, avec des avortements sélectifs par exemple. Tout ça pour dire que non, ce ne sont pas de simples querelles de philosophes dans leur tour d'ivoire. Ces programmes de recherche ont des impacts très concrets. Ils façonnent nos lois, nos pratiques médicales et plus profondément encore, l'idée même que chacun se fait de sa propre identité. Ce qui nous amène à une dernière question, une question ouverte. Si on regarde les débats qui agitent la sexologie aujourd'hui, avec le modèle de Lakatos en tête, est-ce qu'on peut repérer des programmes de recherche qui commencent à montrer des signes de fatigue, qui deviennent dégénératifs ? Sommes-nous, peut-être, à la veille d'une nouvelle révolution scientifique dans notre compréhension de ce que c'est que d'être humain ? La question, en tout cas, mérite d'être posée.